PLFSS nous entraîne des matinées un peu chargées, donc on débute de bonne heure. En tous les cas, un grand merci Madame Thiebaud donc, pour votre présence. Donc nous allons vous auditionner. Je rappelle que vous êtes la directrice des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc nous allons vous écouter très naturellement concernant le financement, notamment. Et j'indique d'ailleurs que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et bien entendu disponible à la demande. Alors, nous allons bien entendu commencer par quelques propos liminaires pour avoir votre vision, notamment sur la branche AT-MP. Puis ensuite, nous demanderons, alors notre rapporteure Marie-Pierre Richer est absente ce matin, mais je sais que Pascal Gunery sera là pour poser un certain nombre de questions que nous avons préparées concernant la branche. Et ensuite, nous donnerons la parole à l'ensemble de nos commissaires ici présents. D'accord, autour de tout ça. Vous connaissez l'exercice depuis quelques années. Madame, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Effectivement, propos liminaire, mais je serai brève. Quelques mots sur la branche accident de travail et maladies professionnelles. Vous le savez, la situation financière de la branche présente une situation durablement positive depuis plus de 10 ans, à exception faite de l'année 2020 et des conséquences de la crise sanitaire. Donc le solde de la branche en 2022 est à 1,6 milliard, 1,9 milliard en 2023, en lien évidemment avec l'augmentation des recettes, c'est-à-dire des cotisations assises sur la masse salariale, plus 7% ou plus 6%. Du côté de la sinistralité des accidents de travail et maladies professionnelles du régime général, c'est une situation tendancielle plutôt à la baisse ces 10 dernières années. En tout cas depuis les années 2010, même si les dépenses pour la branche restent dynamiques, en lien avec la croissance des salaires sur lesquels sont assises les indemnités journalières pour l'incapacité temporaire que nous indemnisons et les rentes pour l'incapacité permanente, avec également des revalorisations annuelles et par exemple une revalorisation anticipée de l'inflation liée à l'inflation 2022. Alors, à contrario, les dépenses également remboursées par la branche couvrent aussi les dépenses liées à l'amiante, qui est évidemment en repli tendanciel au regard du rapport entre les entrées et les sorties. Et également un point traditionnellement important dans ce PLFSS, qui est le reversement de la branche à la branche maladie pour compenser la sous-déclaration, en lien avec les évaluations réalisées par la Commission, qui se réunira d'ailleurs de nouveau en 2024. Pour la situation particulièrement liée à 2024, ce que l'on peut noter, c'est que les dépenses restent à la hausse, alors en lien avec l'ONDAM auquel souscrivent les indemnités journalières AT-MP, mais aussi en lien avec de nouvelles dépenses qui sont liées à la mise en œuvre de la loi de financement de sécurité sociale rectificative portant réforme des retraites, avec la création d'un fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle qui repose sur les fonds de la branche accident de travail et maladies professionnelles pour la prévention des risques ergonomiques, et qui est un dispositif qui est en train de se créer et qui sera financé en année pleine à partir de 2024 à hauteur de 200 millions d'euros par an. Et également en lien, cette augmentation des dépenses avec un élargissement des conditions d'accès aux comptes professionnels de prévention, qui est également géré par la branche accident de travail et maladies professionnelles, avec de nouveaux usages ou des abaissements de seuil qui en facilitent l'accès, et également une mesure liée à la retraite pour incapacité permanente. Donc ces financements de dépenses supplémentaires pour la branche sont bien présents au sein de ce PLFSS pour 2024. Un petit mot également d'un article qui concerne très spécifiquement la branche, qui est l'article 39, qui cherche à répondre à une question de fond sur quels sont les préjudices indemnisés par les rentes, accidents de travail et maladies professionnelles, en lien avec évidemment une jurisprudence de la Cour de cassation de début d'année 23, en lien avec un accord national interprofessionnel également signé par les partenaires sociaux et représenté évidemment au sein de la gouvernance AT-MP de la branche. Et c'est un article important pour la branche puisqu'il détermine in fine le niveau d'indemnisation qui s'appliquera à peu près 30 000 nouveaux rentiers d'incapacité permanente qui sont indemnisés par la rente chaque année. Cet article prévoit une indemnisation à la hausse avec un engagement du gouvernement sur ce point, et c'est d'ailleurs pour cela que l'article figure dans ce PLFSS, en laissant pour autant un temps de concertation avec les partenaires sociaux sur les modalités concrètes
les barèmes à définir pour prévoir ces modalités d'indemnisation à la hausse. Donc il y a un temps de 2024 qui doit être consacré en application de cet article aux travaux avec les partenaires sociaux. Et cette indemnisation à la hausse s'explique par dorénavant l'intégration, selon cet article, de l'indemnisation de préjudices dits fonctionnels, c'est-à-dire les préjudices extra-professionnels, qui seraient, selon cet article, dorénavant intégrés à la nature duale de la rente, donc pour tous les rentiers. Donc il y a un champ important devant nous en lien avec cette indemnisation de la rente. C'est un chantier qui sera évidemment important sur l'indemnisation de l'incapacité permanente de la branche AT-MP. Évidemment, en termes d'actualité, et j'en finirai là, avec la gouvernance de la branche Accident de travail et maladie professionnelle, nous travaillons activement à l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion que, comme toutes les branches de la sécurité sociale, la branche AT-MP contractualise avec les services de l'État pour les 5 ans à venir, et donc qui porte de nouveaux projets et évidemment les moyens de fonctionnement de la branche. Je m'en tiendrai là et je suis à votre disposition, évidemment, pour vos questions. Merci, Madame la Directrice. En tous les cas, nous avons entendu les évolutions et puis vous êtes partie de ceux qui... Vous avez la gestion d'un budget qui est excédentaire, donc c'est ça. Voilà. Donc on vous sent plus détendu par rapport à un certain nombre de vos collègues qui ont parfois des sujets un peu plus difficiles. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on regarde de très près l'évolution et je vais tout de suite donner la parole donc à Madame Gruny qui va poser les questions pour notre rapporteur Marie-Pierre Richer. Pascal, c'est à toi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice, donc je m'exprime effectivement au nom de Marie-Pierre Richer, retenue au bureau du Sénat, mais j'étais la rapporteure précédemment de cette branche. Alors, comme l'an dernier, donc le PLFSS pour 2024 affiche une trajectoire excédentaire, vous l'avez dit, tous les ans jusqu'en 2027 pour la branche AT-MP. Et alors que la branche atteindra un excédent cumulé de 12,5 milliards d'euros en 2027, prouvant par là même la déconnexion entre ses recettes et ses charges à long terme, quelles pistes sont-elles étudiées pour procéder à un rééquilibrage ? Le rapport sur la santé des femmes au travail, que ma collègue Marie-Pierre Richer a coécrit avec ses collègues Laurence Rossignol, Annick Jacquemet et notre ancienne collègue Laurence Cohen, fait état d'une augmentation de 42% des accidents du travail subis par les femmes entre 2001 et 2019, alors que ce chiffre a baissé de 27% pour les hommes sur la même période. Quels projets sont à l'étude pour enfin accélérer les actions de prévention dans les secteurs d'activité accidentogènes et féminisés, le médico-social, la santé, l'entretien ou non ? Le PLFSS propose de fixer à 1,2 milliard d'euros pour 2024 le montant du transfert opéré au titre de la sous-reconnaissance des AT-MP à la branche maladie, après 1,1 milliard d'euros en 2022 et 1 milliard d'euros les années précédentes. Vous savez que c'est quelque chose qui nous crispe particulièrement. Alors, comment expliquez-vous que le montant de ce transfert n'ait fait qu'augmenter depuis sa mise en œuvre en 1997 ? Cette augmentation ne conduit-elle pas à nier les efforts substantiels réalisés par tous les acteurs, et en premier lieu, bien sûr, les entreprises, pour lutter contre la sous-déclaration et favoriser la prévention ? Moi, j'ajouterais aussi, on a interrogé la CNAM la semaine dernière, normalement, il y a a priori l'information qui a été faite auprès des médecins, mais je pense que l'information, en fait, on n'en tient pas compte, puisqu'on continue à augmenter ce prélèvement sur la branche. Et il y a d'autres pistes. On pourrait soit baisser les cotisations pour saluer les efforts, mais plutôt toujours, en fait, mettre plutôt ce milliard d'euros dépassé aujourd'hui sur toujours la prévention. Alors ensuite, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux dans l'année du 15 mai 2023, le PLFSS réforme le mode de calcul de la rente viagère AT-MP pour confirmer sa nature duale et expliciter que la rente AT-MP a vocation à financer tant le préjudice économique que le déficit fonctionnel permanent. Cette mesure suscite d'importantes craintes de la part des accidentés du travail. La FNAT évoque par exemple une trahison pour les victimes d'AT-MP, estimant que cette réforme sera défavorable aux victimes. Qu'avez-vous à répondre à ces observations et comment, selon vous, la réforme du mode de calcul des rentes va-t-elle, si elle était adoptée, influer sur le niveau d'indemnisation des victimes ?
Enfin, la dernière question. Face à la sinistralité particulièrement élevée dans les établissements et services médico-sociaux, plus forte en moyenne que dans le BTP, la Cour des comptes estime inadapté le mode de tarification dérogatoire qui leur est appliqué, qui n'est pas individualisé, quelle que soit la taille de l'établissement concerné. Afin d'accroître les incitations financières à la prévention, estimez-vous qu'il serait souhaitable que leur soit appliqué le taux de cotisation de droit commun mixte entre 20 et 149 salariés et individualisé au-delà? Merci. Merci bien pour ces questions précises. Madame la directrice, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre effectivement vos questions. Vous m'interrogez tout d'abord sur la sinistralité, particulièrement chez la population féminine, au sein de la population féminine. Et du coup, ça rejoint sans doute un peu votre dernière question, puisqu'on a un secteur sanitaire et médico-social qui effectivement a une population salariée très largement féminine, avec une exposition à des risques professionnels de type troubles musculo-squelettiques, port de charge, voilà, qui sont effectivement particulièrement fréquents au sein d'une population féminine en fonction de la moyenne d'âge de plus d'une quarantaine d'années sur ces activités du secteur médico-social. Donc je me permettrai de vous répondre conjointement sur cette première et cette dernière question. Alors les pistes que nous envisageons, tant la sinistralité au sein de la population féminine en augmentation, vous l'avez dit, et je partage cette préoccupation, que celle du secteur médico-social sont des sujets qui ne sont pas totalement nouveaux, sur lesquels la branche a déjà commencé à explorer, mais sur lesquels aussi nous souhaitons, on va dire, intensifier nos actions, et notamment dans les travaux que j'évoquais tout de suite d'élaboration de la prochaine période quinquennale, enfin de nos projets sur les 5 prochaines années. Nous développons et nous travaillons effectivement en ce moment l'ingénierie d'une approche sectorielle un peu particulière pour le secteur médico-social, de façon à adapter notre communication vis-à-vis des entreprises de ces secteurs, notre contractualisation aussi avec les représentants des organisations professionnelles qui sont très nombreux sur un secteur qui est très large et qui a une activité professionnelle très hétérogène. On ne travaille pas de la même manière quand on travaille dans un EHPAD de 200 salariés ou en aide à domicile dans des petites structures associatives. Donc on a ce travail de réflexion et d'ingénierie pour trouver des solutions de prévention adaptées. Et celles-ci sont de plusieurs ordres. Alors là aussi, selon qu'on s'adresse à une très grande entreprise un peu structurée ou à une entreprise plus petite, ces solutions de prévention passent d'abord par une démarche qui aujourd'hui fonctionne parce qu'elle est relativement ancienne, et donc on a maintenant presque une dizaine d'années de recul sur ce déploiement. C'est le programme de la branche qui s'appelle TMS Pro et qui est un programme sur lequel nous ciblons les entreprises les plus sinistrogènes. Donc ça n'est pas forcément une adhésion spontanée ou volontaire. Les personnels de la branche ATMP en CARSAT vont solliciter les entreprises de ces secteurs sanitaires et médico-sociaux qui ont historiquement des taux ou des fréquences d'accidents de travail particulièrement élevés, pour les inciter, les accompagner à cette adhésion à ce programme, qui est une adhésion de longue haleine, puisque ça va durer plusieurs années, avec un vrai engagement du directeur, en tout cas des entreprises concernées, de ces instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, on sait que l'entrée dans ce programme-là, qui fonctionne en plusieurs étapes, avec des réalisations de plans d'action, un accompagnement à l'évaluation des risques, je ne rentre pas dans tous les détails, mais on sait aujourd'hui qu'en 5 ans, les entreprises qui ont adhéré à ce programme et qui suivent ce programme en passant les étapes voient baisser très significativement leur sinistralité. Dans tous les secteurs, y compris dans le secteur du médico-social, puisqu'on avait sur les 5 dernières années à peu près 1000 EHPAD qui étaient suivis pour voir si ça correspondait bien aux attentes. On sait aujourd'hui dire que oui, la sinistralité baisse pour les entreprises qui adhèrent, et même dans les secteurs où la sinistralité a naturellement baissé, puisque ça pourrait être un biais, elle baisse plus quand on adhère à ces programmes. Donc on a aujourd'hui un levier qui est important, qui fonctionne, et sur lequel, sur la prochaine période en tout cas, on va élargir le nombre d'entreprises ciblées pour accompagner les entrées dans ce programme. Nous avons aussi, pour des entreprises peut-être de structure un peu plus modeste, des subventions prévention qui permettent de mettre le pied à l'étrier, de cofinancer des achats d'équipements pour aider par exemple à déplacer les patients malades, éviter le port de charge. Il y a des équipements individuels qui peuvent être cofinancés par la branche. Et puis vous l'avez dit sur votre dernière question, Madame Gruny, il y a effectivement le meilleur levier
qui existe en matière de prévention, c'est le taux de cotisation. C'est ce qu'on appelle la mission de tarification au sein de la branche. Et vous l'avez dit, nous avons dans ce secteur médico-social une particularité, une dérogation en fait à l'application de la tarification de droit commun, puisque c'est un secteur qui est soumis historiquement et réglementairement à un taux collectif systématique. C'est-à-dire que même si on a une grande entreprise qui fait beaucoup d'efforts en prévention, son taux ne baisse pas, contrairement aux entreprises de plus de 150 salariés dans le régime général sur une tarification de droit commun. Et à contrario, une entreprise qui serait particulièrement sinistrogène, avec une fréquence particulièrement élevée, ne verrait pas son taux de cotisation augmenter. Donc ça n'est pas incitatif. Ce développement aussi de ce caractère incitatif à la prévention fait également partie des sujets de tarification qui sont devant nous, que nous évoquons régulièrement, que nous avons régulièrement évoqué avec les partenaires sociaux de la branche sur cette précédente période, que nous remettons sur la table pour la période quinquennale qui s'ouvre, avec effectivement le souhait, en tout cas côté CNAM, très, très fortement exprimé, d'avancer sur ce sujet-là, notamment pour ce secteur, parce que bien évidemment, investir financièrement dans des investissements en prévention marchera si on entre dans une logique vertueuse en matière de cotisation. Donc le sujet reste devant nous sur ce point-là. Et vous évoquez enfin le phénomène de sous-déclaration. J'insiste un peu sur sous-déclaration et non pas sous-reconnaissance. Alors, vous le savez, mais je crois que la question, effectivement, comme vous l'évoquiez, avait été posée à Thomas Fatome la semaine dernière. Ça n'est pas la CNAM qui fixe le montant de la sous-déclaration. C'est une commission qui est composée de compétences scientifiques, médicales, statistiques, qui se réunit tous les 3 ans, qui va d'ailleurs se reprendre ses travaux l'année prochaine, sous l'égide de la Cour des comptes. Et puis ensuite, le gouvernement retient une fourchette, et en l'occurrence retient une fourchette basse dans les évaluations de la Cour des comptes sur ces montants-là. C'est juste objectif. Voilà. Et effectivement, donc au-delà de ce sujet de fixation de montant, pour le coup, sur lequel la CNAM n'est pas opérateur, comme l'évoquait, je crois, Thomas Fatome la semaine dernière, nous expérimentons des actions de l'ordre de l'aller vers, je pense, dont vous avez largement discuté au sein de cette commission, en matière de détection de l'origine professionnelle des pathologies qui seraient diagnostiquées entre un patient et son médecin et son prescripteur. Nous avons lancé une action de détection de ce type-là et nous sommes en train de lancer cette action auprès d'à peu près 3000 assurés. L'idée étant de sélectionner des pathologies sur lesquelles on a normalement une origine professionnelle assez fréquente. Par exemple, la surdité ou l'asthme, selon l'âge des patients, peut-être, et l'activité professionnelle évidemment des patients, peut être assez fréquemment liée à une origine professionnelle, et on se rend compte qu'en fait, ça n'est peu le cas en déclaration. On se doute qu'on a un potentiel, et c'est aussi les travaux de la commission qui nous le montrent, de surdité d'origine professionnelle qui pourrait être beaucoup plus fréquent et donc mieux pris en charge, au bénéfice évidemment des assurés ou de leurs ayants droit, puisque vous savez que les conditions de prise en charge de la branche AT sont plus intéressantes qu'en maladie. Donc nous avons ciblé quelques pathologies et sur quelques régions, là où l'activité économique, dans ses spécificités, permettent d'imaginer qu'il peut y avoir un lien plus fort, par exemple de fortes activités liées au bois ou à la menuiserie pour un cancer naso-sinuséen. Enfin, je vous donne un exemple un peu concret. Et donc on a ciblé des assurés qui pouvaient être concernés par une pathologie de ce type et potentiellement d'origine professionnelle, avec un simple courrier informatif à ce stade. Voilà. Et nous avons des résultats, je dois bien l'avouer, relativement décevants. C'est-à-dire que le courrier de l'assurance maladie ne suffit pas à générer un échange avec le médecin traitant ou une recherche de renseignements, et encore moins un dépôt de déclaration. Voilà. Donc nous continuons à expérimenter en essayant, et c'est le cas en ce moment, de plutôt contacter non seulement l'assuré, mais également le médecin prescripteur, alors ce qui nous fait rentrer dans évidemment des contraintes et des exigences bien légitimes de respect de gestion des données sensibles, a fortiori médicales. Donc c'est le service médical de l'assurance maladie qui prend en charge cette partie-là, pour essayer d'avoir à la fois une sensibilisation et du prescripteur et du patient de manière conjointe. Voilà, nous avons d'autres pistes expérimentales dans d'autres régions, avec l'aide d'ailleurs des caisses primaires d'assurance maladie sur le terrain, qui peuvent nous aider à trouver des moyens d'être plus précis dans nos sollicitations d'assurés. Mais là aussi, le travail est en cours sur ces sujets-là, et je n'ai pas encore de résultats probants pour améliorer cette détection.
Bien, merci Madame la directrice. Vous aviez terminé votre intervention? Très bien. Maintenant, je vais donner la parole à de nos collègues. D'abord, Katia Poursoupoli. Bonjour Madame et merci. Tout d'abord, on sent actuellement une vive colère de la part de la FNAT, de l'Andeva, mais on aura l'occasion de les auditionner, notamment sur l'article 39 qui prévoit de revenir sur un arrêt de la Cour de cassation concernant l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Jusqu'en janvier, les victimes étaient donc indemnisées de manière forfaitaire et pour couvrir donc la perte de leur gain professionnel, mais aussi l'incidence professionnelle de l'incapacité. Et puis, évidemment, s'ajouter à ça le déficit fonctionnel. Que pensez-vous de ce retour en arrière finalement, où nombre d'associations nous contactent en nous disant que ce n'est pas possible de revenir en arrière sur un article de la Cour de cassation? Je vous remercie. Madame Le Héroux. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'avais une question concernant les conséquences de la réforme des retraites. Plus de seniors donc, vont se retrouver au travail. Avez-vous travaillé plus précisément sur l'impact de ces mesures? Y a-t-il des mesures de prévention particulières, de communication auprès des entreprises, d'une part pour évaluer plus précisément donc l'impact, mais aussi pour prendre des mesures de prévention? Et puis une deuxième question qui concerne les arrêts de travail de longue durée. La Cour des comptes avait pointé il y a quelques années la nécessité de mettre en place des mesures d'accompagnement à la reprise de travail. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire un bilan de ces mesures que vous avez été amenés à prendre et de leur efficacité? Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, pour revenir sur l'article 39, et pardon, je suis passée un petit peu vite, mais effectivement, il est important qu'on y revienne. Donc première partie, il y a effectivement, et nous avons bien sûr suivi les débats que suscite la rédaction de cet article 39, et au-delà de la rédaction, évidemment, ce que ça signifie sur le fond. Alors pour resituer les choses, j'ai envie de dire que la notion de retour arrière dépend un peu de la date à laquelle on prend comme référence, puisqu'effectivement c'est un sujet qui tourne depuis pas mal d'années. En fait, historiquement et depuis plus d'une dizaine d'années, la Cour de cassation incite tous les ans dans son rapport le législateur à améliorer globalement le niveau d'indemnisation des rentiers indemnisés par la branche AT-MP. Et une jurisprudence, et jusqu'à présent, et jusqu'à janvier 2023, on considérait globalement que la rente indemnisait plusieurs types de préjudices, à la fois le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire l'extra-professionnel pour faire court, et la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle, donc de manière assez globale. Voilà. La jurisprudence de la Cour de cassation en 2023 précise effectivement que la rente ne couvre que le déficit professionnel, enfin la perte de chance professionnelle, renvoyant toute l'indemnisation de l'extra-professionnel au recours potentiel des assurés en justice pour un recours en faute inexcusable de l'employeur. Alors, ce qui a un avantage certain pour les assurés qui font ces recours-là, c'est qu'effectivement, se faire reconnaître l'indemnisation complète de toute la partie non professionnelle en FIE, c'est une indemnisation très conséquente de la rente qui se déclenche à ce moment-là. Encore faut-il, un, avoir les moyens de faire ce recours, et deux, qu'il soit reconnu. Et je vous disais tout à l'heure, nous avions à peu près 30 000 nouveaux rentiers chaque année. Il y a à peu près 3 000 assurés qui font un recours, qui déposent un recours, et il n'y en a que 1 600 qui l'obtiennent. Donc vous voyez la proportion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 1 600 assurés qui peuvent faire un recours en FIE et le gagner, et donc obtenir une indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent.
Cet article 39, effectivement, ne suit pas à la lettre la jurisprudence de la Cour de cassation, parce qu'il tient aussi compte de la position de la gouvernance de la branche, qui est aussi celle de fondateur du compromis historique de la branche, qui est de dire que la réparation en AT-MP est forfaitaire. Et cet article 39 dit la nature de la rente, reste bien duale, donc on intègre bien le DFP dans le déficit fonctionnel permanent, en plus du déficit professionnel, dans la nature même de la rente. Ce qui effectivement, et ce qui explique les réactions effectivement des défenseurs des assurés que vous citez, qui disent, mais du coup, quand on a une faute inexcusable de l'employeur, il n'y a plus toute l'indemnisation du DFP puisqu'il est dans la rente initialement, et donc il y a potentiellement une perte d'indemnisation en cas de FIE. Ce à quoi il faut voir également, et je ne porterai évidemment pas de jugement de valeur sur ce sujet-là, mais il faut voir que potentiellement, peut-être, que cette indemnisation à FIE va diminuer, mais aujourd'hui, rien ne permet de l'assurer, puisque les barèmes de calcul ne sont pas écrits. Ces barèmes sont laissés à la concertation sociale sur les mois qui viennent. Effectivement, on peut comprendre que l'intégration d'une partie du déficit fonctionnel permanent dans la rente fait qu'il ne sera pas indemnisé 2 fois, donc il sera moins indemnisé en cas de FIE, mais il sera indemnisé pour autant pour tous les rentiers, c'est-à-dire pour les 30 000 nouveaux rentiers. Et c'est là où il y a de fait une indemnisation supplémentaire dans l'indemnisation de la rente pour tous les rentiers, puisqu'on y ajoute l'indemnisation d'un préjudice qui n'y est pas, en tout cas qui n'y est plus depuis janvier 2023. Et encore une fois, avant de pouvoir faire des calculs précis de ce qui va baisser ou ce qui va monter, il faut laisser la place à cette concertation qui est devant nous sur quel barème on utilise pour le déficit professionnel et quel barème on utilise pour le déficit fonctionnel. Pour le déficit fonctionnel, on a tendance à se rapprocher spontanément des barèmes de droit civil qui existent aujourd'hui, qui sont relativement intéressants pour les assurés. Mais ce travail-là de calcul fin est devant nous, puisque l'article 39 renvoie à ce temps de concertation. Alors, certes un peu contraint, puisqu'il doit être mis en place au 1er janvier 2025. Voilà. J'espère avoir répondu cette fois plus complètement sur ce sujet, pardon. Vous m'interrogez sur les IJ de longue durée également. Alors, c'est une action que nous avons menée historiquement un peu avant la crise sanitaire, donc qui commence à dater maintenant de plusieurs années et que nous réactivons maintenant. Donc, je n'ai pas les résultats aujourd'hui, mais pour vous expliquer de quoi il s'agit, vous le savez sans doute. Pour l'indemnisation de l'incapacité temporaire en matière d'AT-MP, il n'y a effectivement pas de date de fin ou de délai, contrairement aux maladies où au bout de 3 ans, on ne perçoit plus d'indemnité journalière. En AT-MP, il n'y a pas de date de fin parce que, par principe, l'état de santé de la victime peut être long à être ce qu'on appelle consolidé. Une fois qu'une victime d'un accident de travail ou maladie professionnelle est consolidée, alors on peut ouvrir, s'il reste des séquelles, sur une rente. Mais tant qu'elle n'est pas consolidée, elle reste indemnisée en incapacité temporaire. Nous requêtons régulièrement, et donc c'est ce que nous réactivons aujourd'hui en termes d'opérations, sur l'ensemble de nos assurés pour quand même mettre un peu sous surveillance des assurés qui seraient depuis très longtemps indemnisés au titre de l'incapacité temporaire, ne serait-ce que pour s'assurer que leur état de santé n'est pas consolidé et qu'ils n'ont pas été, ils ne sont pas passés à travers les trous de la raquette, pardonnez-moi cette expression, pour être vus par le médecin conseil de l'assurance maladie et potentiellement consolidés. Nous avons quand même 1500 situations aujourd'hui d'assurés qui sont en incapacité permanente de plus de 5 ans, ce qui est quand même relativement long. Alors ça peut s'expliquer encore une fois par des états de santé très particuliers, mais ça me semble normal pour ces assurés-là, en tout cas de diligenter une convocation auprès du service médical pour qu'un médecin conseil de l'assurance maladie puisse faire le point de leur état de santé, et c'est faire le point sans préjuger de la suite. Voilà. Encore une fois, il y a des situations tout à fait justifiées sur ces situations-là. Et si on peut consolider un état de santé et ouvrir droit à une rente, je pense que c'est aussi bien pour le salarié. Voilà, sur ces sujets-là, vous aviez une autre question ? Sur les conséquences de la retraite. Oui.
Alors, je l'évoquais effectivement rapidement tout à l'heure. Il y a 2 mesures en particulier, alors 2 voire 3 mesures en particulier qui sont prévues au sein du PLFSS sur ce sujet-là. D'abord, un élargissement de l'accès au compte professionnel de prévention, donc le C2P, qui est l'ancien dispositif pénibilité pour ceux qui le connaissent, qui l'ont suivi. Alors, qui ne s'applique pas selon des critères d'âge au sens de senior, mais qui s'applique évidemment à des critères ou à des facteurs de risque professionnel renforcés, par exemple le travail de nuit ou le travail en équipe alternante. Et ces conditions-là qui permettent de cumuler des points et ensuite d'ouvrir droit en particulier, puisque c'est la solution qui est la plus souvent retenue, à une majoration de durée d'assurance qui permet de partir en retraite de manière un peu anticipée, ont des conditions qui sont aujourd'hui abaissées. Et l'évaluation financière qui en est faite à la charge de la branche, puisque la branche AT rembourse la branche retraite sur ce sujet-là, à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros par an, donc à répercuter évidemment sur les années qui viennent. Première mesure. Une deuxième mesure concerne le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Donc on est là aussi pas forcément sur un accès par critère d'âge, mais un accès par métier exposant particulièrement aux risques ergonomiques, donc port de charge, manutention, vibration. Et ce fonds est alimenté par les excédents de la branche à hauteur de 200 millions par an en année pleine, avec l'idée d'aider les entreprises à financer ou de financer complètement des actions de prévention de ces risques, alors qui peuvent être des achats d'équipements pour soulager, je l'évoquais tout à l'heure, le port de charge par exemple, ou des actions liées à l'investissement dans un préventeur au sein de l'entreprise pour travailler sur ces sujets-là, ou encore faire des diagnostics ou des évaluations de risques. Donc toutes ces évaluations-là, ou des aménagements de postes de travail, toutes ces actions-là sont financées sur la branche et rentrent, je pense, dans votre préoccupation. Il y a également, et à hauteur de 25 millions d'euros par an, également dans les estimations financières du PLFSS, une mesure liée à l'élargissement des accès à la retraite pour incapacité permanente, qui permet pour les victimes d'AT-MP de rester sur une retraite anticipée par rapport à l'âge légal. Et enfin, une dernière mesure qui est liée plus spécifiquement à l'emploi des seniors et qui est liée au fait que pour les assurés qui ont une maladie professionnelle à effet différé, pour ne pas faire peser potentiellement le charge de l'imputation au compte employeur des derniers employeurs des assurés en question, et si on parle de maladie professionnelle à effet différé, par principe, on est plutôt sur des salariés âgés qui déclarent malheureusement des maladies professionnelles type cancer professionnel dans la durée. Or, aujourd'hui, nous imputons ces maladies professionnelles au compte du dernier employeur exposant, mais sans forcément remonter à la charge de la preuve. Et là, il y aura une mutualisation de ce coût-là. Donc, pour faire simple, l'idée est de ne pas faire reposer de manière individualisée l'employeur qui souhaiterait embaucher un salarié senior qui aurait potentiellement été dans des activités exposantes, la charge d'une déclaration éventuelle de maladie professionnelle par ce salarié. Voilà l'ensemble du panorama des mesures qui correspondent, je pense, à votre préoccupation. Merci. J'ai une autre demande de parole. Donc, Anne-Sophie Romani. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, j'ai posé une question la semaine dernière à Monsieur Fatome, dont la réponse ne m'a pas été satisfaisante. J'espère avoir un peu plus de chance avec vous. Je vais vous reposer la question. Je me tourne aujourd'hui vers vous pour avoir quelques informations sur le burn-out qui génère beaucoup d'AT. Il ne faut pas confondre le syndrome d'épuisement et une simple fatigue. Je voulais savoir s'il existait des critères pour mesurer le burn-out aujourd'hui, quelles étaient la manière de contrôler les burn-out, et je voulais savoir combien ça coûtait aujourd'hui un burn-out dans notre société, parce qu'on a quand même pas mal de... c'est un mot qu'on entend souvent. Je vous laisse répondre à cette question. Avec plaisir. Merci, madame. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, effectivement, c'est un sujet que la branche
indemnise. Alors on parle, nous, de troubles psychosociaux de manière plus globale. Le burn-out en soi n'est pas un diagnostic médical, hein. Il regroupe évidemment toute une myriade de pathologies ou de diagnostics, mais voilà, les compétences, je n'ai pas de compétences médicales sur ce point, donc je reprends les éléments du sujet. La reconnaissance des troubles psychosociaux d'origine professionnelle est effectivement un sujet important dans la branche à 2 titres. D'abord, on pense spontanément à la reconnaissance en maladie professionnelle, autour de dépression par exemple, ou de syndrome d'anxiété. Force est de constater que pour la prise en charge de maladies professionnelles au sein de la branche, il n'y a pas aujourd'hui de tableau de maladies professionnelles qui permettrait une reconnaissance automatisée, ou en tout cas avec des critères normés. C'est sans doute la particularité de ces troubles d'avoir du mal aussi à rentrer dans des critères normés, vous l'évoquiez en termes de critères. Donc les salariés aujourd'hui doivent passer par un comité d'experts médicaux qui se prononceront sur le lien entre la pathologie ou le trouble constaté et l'origine professionnelle. Et il faut pour cela avoir au moins 25% d'incapacité permanente. Donc il y a un filtrage relativement important sur la reconnaissance et la prise en charge en maladie professionnelle de ces troubles. Et c'est à peu près, de mémoire, 2000 dossiers par an que la branche AT-MP prend en charge au titre de l'origine professionnelle de ces maladies professionnelles. Par ailleurs, au titre des accidents de travail, la branche reconnaît pour le coup de manière beaucoup plus importante en volume ces situations-là. Donc on est plutôt sur une définition un peu différente de ces RPS, de ces risques psychosociaux. Et là, on est plutôt autour de 12 000 reconnaissances en accident de travail par an. Voilà. Donc si je cumule, on est à peu près sur une situation prise en charge par la branche de 15 000 situations par an. Et il faut noter que c'est une courbe croissante de prise en charge de la branche. J'évoquais tout à l'heure qu'on était sur une sinistralité globalement à tendance baissière depuis une dizaine d'années. Ça n'est pas le cas de ces risques psychosociaux qui sont effectivement de plus en plus reconnus et pris en charge, encore une fois, soit au titre de maladies professionnelles, soit au titre d'accidents de travail. Donc on a évidemment un positionnement et un engagement fort de la branche sur ce sujet-là. Y compris d'ailleurs dans nos projets, puisque nous travaillons aujourd'hui à un programme, je vous parlais du programme national de lutte contre les TMS tout à l'heure, qui était efficace en matière de diminution de la sinistralité. Nous menons également des actions pour, d'une part, inscrire un programme national de prévention des RPS demain dans notre convention d'objectifs et de gestion, mais tout de suite, nous avons engagé des actions sur le sujet, et je crois que M. Fatoum vous en a parlé lors de l'audition, parce que j'ai regardé le replay, qui est une action qui s'appelle lutte contre l'absentéisme atypique en entreprise. Il vous en a peut-être parlé pour un autre motif, mais les RPS font également partie des sujets pour lesquels nous identifions des entreprises au sein desquelles il y a un absentéisme particulièrement fort. Et donc, on comptabilise les journées d'indemnité journalière et maladie et AT-MP. Et en fonction d'une corrélation avec la consommation de soins, il n'y a pas de données médicales sur le sujet, on est évidemment très prudent, on est capable de revenir à l'entreprise et de signifier, quand c'est le cas, qu'elle a un absentéisme 2 à 3 fois supérieur à la moyenne des entreprises de son secteur, soit pour des sujets de TMS, lombalgie, soit sur des sujets de RPS. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors on démarre le sujet, mais on a quand même des résultats tout à fait intéressants. D'abord de prise de conscience des dirigeants d'entreprise, et derrière avec une capacité à leur dire il n'y a pas de fatalité sur ces sujets-là, que ce soit d'origine professionnelle ou non. Et évidemment, en matière de troubles psychosociaux, on est sur un champ qui est, vous l'avez dit, avec des critères qui ne sont pas totalement évidents. Il existe, et la branche AT en tout cas, peut vous proposer des démarches de prévention qui sont adaptées, qui vont travailler sur le mode de management, sur l'organisation du travail, donner des clés simples, alors que vous pourrez retrouver, par exemple, sur le site de l'INRS, qui est le laboratoire scientifique de la branche, et qui a pas mal publié et documenté la prévention des RPS dans les entreprises. Et puis enfin, en termes de critères, les choses quand même se documentent là aussi de plus en plus. Il y a un rapport Golac notamment qui date d'il y a quelques années, qui est une démarche en tout cas de critérisation qui peut être relativement utile et assez concrète pour se poser des questions et évaluer le risque RPS en entreprise, qui est évidemment la première étape de toute démarche de prévention, c'est évidemment d'arriver à évaluer précisément la nature du risque auquel sont confrontés les salariés. Merci Madame la Directrice. Il n'y a plus de demande de prise de parole. En tous les cas,
On va de nouveau réitérer nos remerciements pour votre intervention de ce matin. Et donc, nous allons continuer à travailler sur l'analyse, notamment de cette branche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci.